Bonjour à toutes et à tous, Anthony Berthoud, donc je suis nutritionniste et conférencier intervenant pour la clinique du coureur au niveau de la formation qu'on appelle le 1.8 autour de la nutrition et on va dire de l'alimentation, la micronutrition du sport. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de nutrition sportive, même si c'est un sujet passionnant et même si finalement il y a beaucoup de points communs en termes de prévention, en termes d'optimisation des performances avec ce que je vais vous indiquer, puisque on va avant tout parler du contexte actuel, c'est-à-dire de la lutte contre ce fameux coronavirus Covid-19 et cette notion de confinement qui nous impose aussi d'adapter notre mode de vie à ce niveau-là. Donc la question c'est comment notre alimentation peut nous permettre justement d'optimiser notre fonctionnement immunitaire, en tout cas de l'accompagner de la manière la plus efficace possible. Alors, un point qui est déjà essentiel, la priorité de tout avant de parler de concret et de pratique, c'est de comprendre que tout est une question d'équilibre, notamment vis-à-vis de l'inflammation. Alors à la clinique du coureur et en particulier Blaise, on parle énormément de la quantification du stress mécanique par rapport à la prévention des blessures, à l'optimisation des performances. Pour ce qui est de l'alimentation, j'ai aussi l'habitude de parler de quantification du stress au sens cellulaire, c'est-à-dire que notre cellule elle est programmée pour maintenir un état d'équilibre en permanence qu'on appelle l'homéostasie et c'est un principe fondamental pour nous permettre d'évoluer, à savoir qu'on a besoin d'avoir un stress, qu'on a besoin d'une inflammation pour permettre de mettre en place des systèmes qui vont faire qu'on va devenir plus performant, plus endurant si on parle de la nutrition du sport, mais au niveau de l'immunité, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour lutter contre les agents pathogènes, on parle de virus, de pathogènes type des bactéries, des parasites. Donc là, en l'occurrence, on parle ici d'infections virales contre les coronavirus et en particulier donc, le Covid-19. Il faut savoir que notre immunité a besoin de créer ce qu'on appelle des radicaux libres, de créer du stress oxydant, donc de l'inflammation, pour pouvoir détruire justement ces agents infectieux. Alors, on ne va pas non plus détailler toute l'immunologie, mais toutes les cellules immunitaires, que ce soit les lymphocytes B, des lymphocytes B ou T, pardon, je ne sais plus ce que je vous ai dit à l'instant, que ce soit des natural killers, des macrophages, des cellules dendritiques, donc on a énormément de cellules différentes, elles sont toutes en harmonie pour justement avoir une réponse qui soit la plus efficace possible et elles vont notamment agir en produisant des messagers, ce qu'on appelle des cytokines qui sont des médiateurs de l'inflammation. Donc si on contrôle positivement cette inflammation, on va agir efficacement contre le virus. A l'inverse, si le système s'emballe, si on est dans une inflammation qui devient systémique, non contrôlée et pérenne, là effectivement on peut s'exposer à des risques de complications et puis finalement à une lutte qui va être inefficace contre le virus. C'est d'ailleurs un des principes qui régit un petit peu ce type d'infection, à savoir que les personnes qui ont des complications, qui se retrouvent en réanimation, notamment les personnes jeunes, vont subir ce qu'on appelle un orage cytokinique. C'est-à-dire que le système s'est auto-emballé et finalement on n'a plus du tout de moyens de contrôle de cette inflammation et malheureusement on peut en décéder. Donc ni trop ni trop peu. Et de la même façon, c'est une des raisons pour lesquelles on parle aujourd'hui de contre-indiquer formellement la prise d'anti-inflammatoires sans raison particulière, et là c'est avant tout sous la prescription médicale qu'on va décider ou non de maintenir un anti-inflammatoire, mais les personnes qui ont eu des complications sont justement des personnes qui ont eu des traitements qui ont finalement neutralisé l'inflammation de manière précoce et n'ont pas permis au système immunitaire de fonctionner de manière optimale. Le système s'est emballé et donc il y a eu les conséquences malheureuses que l'on peut connaître. Il faut savoir aussi qu'un certain nombre de traitements qui sont proposés, notamment chez des personnes diabétiques, chez des personnes qui sont hypertendues, vont venir moduler certains récepteurs au niveau pulmonaire, ce qu'on appelle les récepteurs ACE2, et ces récepteurs sont aussi des récepteurs qui ont tendance à venir faciliter l'accrochage du virus au niveau pulmonaire. Et pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que ça va me permettre d'introduire une première notion qui est essentielle, c'est de prendre soin de votre microbiote. Microbiote, vous savez, c'est les 100 000 milliards de bactéries qu'on a présentes dans l'intestin.
Et on considère qu'à peu près 70% de l'immunité va subir une phase de maturité, d'interaction avec l'écosystème intestinal. Parce qu'effectivement, nos bactéries vont être capables d'envoyer certains messages immunitaires, donc les fameuses cytokines dont on parlait. Il faut savoir que vous avez des liaisons entre certaines bactéries ou qu'on appelle des LPS, c'est-à-dire des déchets ou des parois de bactéries, et nos cellules immunitaires. Et ces cellules immunitaires vont initier une inflammation, soit de manière positive, soit de manière délétère. Donc la qualité du microbiote est très importante et on sait qu'il existe des récepteurs qui sont similaires au niveau de l'épithélium intestinal avec ceux qu'on peut retrouver donc, au niveau de l'épithélium pulmonaire par rapport à ce que je vous indiquais au niveau de ces risques de complications. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'études qui montrent un lien direct entre le Covid-19 et le microbiote intestinal, mais de manière raisonnée, on va dire intellectuelle, il est évident qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là et on aura sans doute plus d'informations dans quelques temps. Quoi qu'il en soit, si on veut avoir une maturité immunitaire qui soit optimale, chouchouter votre microbiote est vraiment un point important. Alors ça passe par quoi? Il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. Je pourrais vous faire une vidéo très longue autour du sujet. De manière très simplifiée, c'est d'avoir le maximum de ce qu'on appelle des fibres prébiotiques, c'est-à-dire avant tout des fruits, des légumes, des produits céréaliers complets comme les légumineuses qui vont permettre en fait de nourrir les cellules, les bactéries de l'intestin, donc ces fameuses fibres prébiotiques, et donc d'avoir derrière une activité qui soit tout à fait harmonieuse au niveau de ce contrôle de l'inflammation. Là aussi, l'alimentation à faible charge glycémique, donc on va éviter de sécréter des grandes quantités d'insuline, va jouer un rôle important au niveau du microbiote, mais surtout sur le contrôle de l'inflammation. Pour en revenir vraiment à cette notion de fruits et de légumes, il faut savoir que les fruits, les légumes, les épices, les aromates vont nous apporter énormément d'antioxydants. Et ces antioxydants, ce sont en fait les éléments centraux, c'est un peu la pierre angulaire du contrôle de l'inflammation, puisque c'est eux qui vont permettre justement d'avoir un système qui s'autorégule. Et notamment, on peut parler de l'ail, on peut parler de l'oignon. Il faut savoir que l'oignon a un antioxydant particulier qui s'appelle la quercétine, qu'on retrouve dans de nombreux végétaux. C'est une famille qu'on appelle les flavonoïdes. Vous allez en avoir dans les pommes, vous en avez dans les câpres par exemple, donc dans beaucoup de fruits et légumes. Et c'est vrai que l'oignon, et notamment l'oignon rouge, en contient de grandes quantités. Et la quercétine a démontré vraiment un intérêt dans le cadre des infections virales et notamment, on va dire, de manière plus précise par rapport au coronavirus comme à d'autres types de virus. Donc l'oignon est très intéressant. N'en attendez pas un aliment miracle, c'est pas du tout le sujet, mais simplement en termes de composés, effectivement, ça fait partie des aliments santé. Alors comme l'ail, l'idéal c'est de le consommer le moins cuit possible pour préserver les antioxydants et le mastiquer aussi là le plus possible. Alors pour la laine, malheureusement, ça va pas être l'idéal. Vous pouvez consommer de l'ail par exemple mariné ou cuit, ça sera une bonne alternative. Mais c'est vrai qu'en termes d'antioxydants, plus le produit est frais et plus ça sera intéressant. Un autre point qui est bénéfique, c'est bien évidemment donc, tous les polyphénols, donc tous les fruits et les légumes qui vont être colorés en rouge, en violet, en bleu. Alors ça peut être des myrtilles, des framboises, des mûres, des fraises. Alors on n'est pas encore dans la saison, mais au niveau des aliments surgelés, vous avez des choix potentiels. Et justement, vis-à-vis du confinement, privilégier ces produits surgelés est vraiment très intéressant, puisque du coup vous aurez davantage de vitamines et de ces antioxydants par rapport à du stérilisé, par exemple des conserves, ou à certains produits frais que vous allez garder pendant longtemps. Et par ailleurs, dans les produits en conserve, en général, vous avez une saumure qui va contenir donc beaucoup de sel, et on sait malheureusement que l'excès de sel va altérer la réponse immunitaire. Donc là aussi, éviter la consommation de sel, et notamment via le choix des produits de fruits et de légumes en termes de conservation. Un autre point qui est important, c'est bien sûr aussi d'avoir un statut en graisse de qualité. En fait, on parle beaucoup de familles d'oméga 3, d'oméga 6. Il faut savoir que ces familles sont alors notamment les oméga 3 vont être des précurseurs de certaines molécules qui interviennent dans l'inflammation de manière positive, qu'on appelle les prostaglandines, et les oméga 6 vont aussi être des précurseurs d'autres prostaglandines qui sont plutôt de type pro-inflammatoire. Donc de manière très concrète, on a besoin d'un équilibre entre les deux. Donc je vous invite et je vous conseille vraiment à augmenter votre apport d'huile de colza par exemple, d'huile de noix,
Donc bien sûr, toujours vierge première pression à froid, à consommer cru, à conserver au réfrigérateur, 1 à 2 cuillères à soupe minimum, que vous pouvez compléter avec de l'huile d'olive, 1 à 2 cuillères à soupe aussi, mais qui vous apporte d'autres familles qu'on appelle les oméga 9. De consommer des petits poissons gras, des sardines, des maquereaux, des anchois, 1 à 2 fois par semaine. En conserve, vu le confinement, c'est parfaitement adapté et vous préservez la grande majorité des oméga 3. Si vous aimez également après donc les noix de Grenoble, les oléagineux, c'est aussi un bon moyen, et la graine de chia, etc. Mais vraiment entre l'huile, les petits poissons gras et les noix de Grenoble, déjà là vous avez un bon moyen de renforcer votre statut en oméga 3. Et à l'inverse, on va diminuer les oméga 6. Alors c'est tout ce qui est huile de tournesol, de pépins de raisin, de maïs, mais c'est surtout en fait toutes les viandes qui sont issues d'élevage intensif. Donc notamment les viandes de bœuf, les viandes de porc. Il faut savoir que ces viandes, ces animaux qui ont été élevés notamment avec des tourteaux d'oléagineux ou des quantités de céréales importantes, n'ont pas le même profil en graisse au niveau de la composition de la chair ou du lait, des produits dérivés, par rapport à une viande par exemple qui est issue d'un animal qui aura été brouté de l'herbe ou qui aura été au pâturage, etc. Alors aujourd'hui, confinement oblige, on n'a malheureusement pas forcément tous nos aliments à disposition, mais si vous pouvez favoriser les filières courtes justement au niveau de cette viande, ça sera quelque chose de plus qualitatif. Donc ça me permet de faire la transition justement au niveau du choix des protéines, limiter de manière générale votre consommation de viande. Les recommandations internationales, autant pour la partie environnement que pour la partie nutritionnelle, c'est une portion tous les 9 à 10 jours. Vous pouvez aussi vous en passer totalement, c'est pas un souci. Simplement, ce qui est essentiel, c'est de conserver votre statut en protéines, puisque tous les anticorps, toutes les cellules immunitaires ont besoin de protéines pour se défendre. Donc vous en mangez en quantité tout à fait normale, mais il en faut suffisamment, notamment avec les œufs, avec de la volaille de qualité, le poisson, on a évoqué l'exemple des petits poissons gras, et puis les légumineuses, les produits céréaliers complets qui vont vous apporter des protéines plutôt végétales. Un autre point qui est important, c'est bien sûr de vous hydrater, notamment si malheureusement vous êtes sujet à l'infection et que vous avez de la fièvre. La fièvre est très bénéfique pour lutter contre l'infection. Malheureusement, elle va aussi être associée à une déshydratation, donc il serait important de bien vous hydrater, sinon vous buvez de manière tout à fait traditionnelle. Et j'aurais beaucoup d'autres conseils à vous donner, simplement je vais faire rapide sur cette vidéo. De manière très simple, privilégiez plutôt une cuisson à la vapeur douce, donc à moins de 100 degrés, 95 degrés, donc le cuit-vapeur classique. Ça va limiter ce qu'on appelle des corps de Maillard qui favorisent le stress oxydant. Ça va mieux préserver justement les antioxydants et les vitamines. De faire attention également à limiter votre consommation d'alcool. Si vous en buvez l'équivalent d'un verre de vin, que vous n'avez pas de dépendance, que vous n'avez pas de pathologie chronique, c'est plutôt quelque chose, alors qui n'a pas montré de bénéfice, mais qui n'a pas montré non plus d'effet délétère. Il ne s'agit pas d'en boire du tout pour autant si vous n'en buvez pas. Par contre, une consommation excessive, une consommation chronique altère fortement le système immunitaire. Donc ça, je vous le déconseille formellement et de manière générale pour votre état de santé de manière générale. Un autre point qui va être important, c'est aussi de limiter les contaminants. On sait que les pesticides, tout ce qu'on appelle les biocides, fongicides, etc., mais aussi les PCB, les dioxines, les phtalates, donc toute une série de contaminants qui sont présents notamment à travers les emballages plastiques, à travers l'environnement, vont aussi altérer notre système immunitaire. Donc dans la mesure du possible, privilégier plutôt des produits d'origine biologique, notamment pour des produits complets, les fruits et les légumes, de faire attention au niveau des emballages, à utiliser plutôt du verre par exemple, une cuisson avec de l'inox, plutôt que les poêles anti-adhésives que vous pouvez connaître. Au niveau bien sûr de l'hygiène de vie, avec l'activité physique, et je ne vais pas vous prôner l'intérêt de l'activité physique même en période de confinement, il y a beaucoup de solutions possibles. Je vous invite à voir la vidéo de Sébastien Cornette qui a justement programmé, qui a prévu quelque chose de très intéressant dans ce sens. Et puis on sait que la sédentarité de toute façon altère fortement notre immunité. Donc à vous d'adapter en fonction de votre capacité, en fonction du lieu dans lequel vous êtes, mais c'est un point qui est important. Le sommeil, malheureusement le sommeil, on est dans une notion de cercle vicieux quand vous êtes en manque de sommeil.
plus vous allez être en dette de sommeil, plus vous allez vous exposer à un risque infectieux, et plus vous allez être en phase de lutte, plus vous allez aussi perturber votre sommeil. Donc vraiment, ça c'est un point très important, notamment par rapport à ce décalage possible avec le confinement, où on a tendance à peut-être dormir un peu plus tard, etc. Et malheureusement, on sait que c'est un élément qui peut être très important au niveau de l'immunité. La gestion des émotions, on sait que par exemple les émotions, les pensées positives, le fait d'être en méditation a plutôt un effet bénéfique vis-à-vis de notre système immunitaire. La cohérence cardiaque également renforce l'immunité, et à l'inverse, le stress chronique, l'anxiété va altérer notre immunité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un contexte clairement anxiogène. Donc je vous invite à trouver les solutions les plus adaptées pour vous, mais effectivement c'est aussi un point qui est important. Et je vais terminer cette vidéo par un sujet dont on parle beaucoup sur internet, ce sont ces fameux compléments alimentaires. Alors il faut bien avoir à l'esprit que la base numéro 1 c'est la qualité de votre alimentation. Donc je vous invite vraiment à peut-être revoir, réécouter les conseils que je vous ai indiqués en préambule. C'est la base, c'est le fondamental. Pour ce qui concerne les compléments alimentaires, on aurait beaucoup de choses à dire. Ce qu'on peut synthétiser, c'est que notamment 2 vitamines sont très importantes, la vitamine D et la vitamine C, un minéral, le zinc. Donc pour ces 3 micronutriments, la vitamine D, malheureusement, on sort d'hiver, donc on est dans une période où on a amenuisé nos réserves, puisqu'il faut savoir qu'on cumule la vitamine D pendant l'été et on va l'utiliser, donc on va utiliser ces réserves pendant l'hiver. Donc l'idéal, ça serait d'avoir une prise de sang qui donne la valeur. Malheureusement, dans ce cadre, c'est compliqué. À titre préventif, vous pouvez tout à fait prendre entre 1000 et 3000 unités internationales par jour de vitamine D3. C'est un immunorégulateur qui est important dans le sens où un déficit expose fortement à l'affaiblissement immunitaire. L'autre vitamine, c'est la vitamine C. Alors, on en parle beaucoup, elle est très connue dans ce sens, et effectivement, c'est essentiel d'avoir un bon statut en vitamine C. Malheureusement, la plupart de la population aujourd'hui n'en consomme pas assez. Donc, en termes d'effets curatifs, les effets sont extrêmement minimes. Quand on regarde la littérature scientifique, on a une légère amélioration sur la durée de la pathologie, sur la capacité donc à récupérer plus vite, de l'ordre de 5 à 8%, donc c'est minime, sauf chez des gens qui sont en état de déficit. Donc là, ça se justifie d'avoir un apport en vitamine C de manière complémentaire de l'ordre de 1 à 2 grammes. Et il faut savoir que cette vitamine C, elle doit être espacée de l'ordre de 200-250 mg le plus régulièrement possible. Il existe aussi des situations plus, non pas thérapeutiques, mais d'accompagnement à la phase infectieuse, où là, on apporte parfois des injections de vitamine C ou de la vitamine C en grande quantité, au sens prise très fréquemment. Mais là, on rentre dans un protocole un peu particulier. Il faut savoir que ça a été étudié en Chine depuis cet épisode de Covid-19. Et effectivement, ça fait partie des hypothèses qui peuvent être intéressantes à explorer. Mais là, de manière préventive, de prendre l'équivalent de 400-500 mg de vitamine C. Si vous ne consommez pas de fruits et de légumes, c'est vraiment un minimum. Et on va dire plutôt de l'ordre de 1 à 2 grammes, et surtout de renforcer votre alimentation au sens des produits frais, crus, dans la mesure où la vitamine C est très très sensible justement à la chaleur et elle va se détruire facilement au cours du temps. Et le zinc est aussi un élément très important au niveau du contrôle de l'immunité. On sait que des états de déficit ou de carence exposent fortement à une faiblesse immunitaire. Donc là aussi, aucun intérêt de surconsommer du zinc. Malheureusement, faute de prise de sang, on peut tout à fait envisager une prise de l'ordre de 10 à 15 mg par exemple de bisglycinate de zinc, mais de manière générale, c'est de consommer des produits qui en contiennent, et en particulier donc les produits animaux, la volaille, les œufs, le poisson, la viande si vous en consommez un petit peu. Il faut savoir que les produits végétaux en contiennent, mais malheureusement ces produits végétaux peuvent bloquer un petit peu l'assimilation du zinc, notamment les légumineuses ou les produits céréaliers complets. Donc si vous en consommez, faites bien tremper vos légumineuses au moins 12 heures, ce qui vous permettra de mieux assimiler le zinc. Et
Il y aurait, comme je vous dis, beaucoup de choses à dire autour des micronutriments. Je vous ai parlé rapidement de la quercétine. Il faut savoir que vous avez également d'autres antioxydants dans le thé, donc ce qu'on appelle les épicatéchines qui peuvent être intéressantes. Vous avez des plantes, notamment la renouée du Japon, vous avez la propolis, vous avez l'échinacée qui est proposée aussi régulièrement. Vous avez des composés des acides aminés, notamment la glutamine qui est intéressante, ce qu'on appelle la N-acétylcystéine. J'ai écrit tout un article que je vous invite à découvrir si jamais vous voulez aller un peu plus loin, mais on va dire qu'effectivement la vitamine C, la vitamine D, le zinc, voire la quercétine en termes d'antioxydants, sont les priorités si jamais vous voulez vous orienter vers la supplémentation en complément de votre alimentation, bien entendu. Voilà en conclusion ce que je peux vous indiquer un petit peu autour de l'alimentation et du Covid-19. Encore une fois, j'ai écrit tout un article en détail si vous souhaitez aller un petit peu plus loin pour mieux comprendre les articulations, notamment au niveau des micronutriments, du microbiote et le fonctionnement immunitaire. Je peux simplement vous conseiller à travers cette période avant tout de prendre soin de votre santé, de prendre soin de vous, bien évidemment de votre famille, de vos proches. Et ce qui arrive est aussi finalement un bon moyen de se poser sans doute les bonnes questions par rapport à notre mode de vie. À la clinique du coureur, on parle énormément bien sûr de la prévention par l'activité physique, par la course à pied. Mais l'alimentation est un élément complémentaire essentiel et justement dans cette période de confinement, cette notion de gestion des émotions, de qualité de notre alimentation, de notre mode de vie de manière générale joue un rôle essentiel et c'est un bon moyen justement pour mettre en place une hygiène de vie qui sera positive par la suite.